Dans cette vidéo, je vais vous raconter les aventures de JMJ, Jean-Marc Gadouillet, au Tchad. Donc Jean-Marc Gadouillet, c'est un militaire au service du pays, la France. C'est un militaire de la DGSE, le service action. Et donc il va aller au Tchad. Alors au Tchad, donc le Tchad, avant d'aborder le sujet, le Tchad, je vais vous le présenter un peu. Donc le Tchad a obtenu son indépendance en 1960, il y a 16,5 millions d'habitants. Il exporte à l'époque, dans les années 90-2000, de l'or, un peu de coton et du brut, surtout du brut, il y a du pétrole. Donc c'est un pays qui est enclavé au centre de l'Afrique, qui n'a pas d'accès à la mer. Et on le surnomme corps mort de l'Afrique, parce que c'est une zone désertique. Et donc le Tchad, il a un dictateur, Idriss Déby, à l'époque, en 94. Et donc il va être élu avec l'appui des forces françaises en 1990 en tant que président de la République. Il a le grade de maréchal, il a été formé en France par les militaires. Donc c'est un dictateur, tout ce qui est le plus simple comme en Afrique, comme d'habitude. Donc lui, sa spécialité, c'est de tuer les opposants. Alors dans son palais présidentiel, il a des cages, une prison dans les sous-sols, c'est là qu'il torture, qu'il assassine. Il vient parfois regarder ses opposants mourir, donc je ne vais pas vous raconter tout de suite, il y a un célèbre opposant tchadien qui est mort là aussi dans les cellules, je vous raconterai ça après. Alors je vais vous raconter la partie du livre telle qu'elle est écrite dans le livre, que se raconte lui-même Jean-Marc Gadouillet, et après je vous ferai une deuxième vidéo qui va suivre avec la vérité, parce qu'en fait on est en 2023 là, maintenant que je vous raconte l'histoire. Il y a eu des câbles diplomatiques qui ont été déclassifiés, qui étaient confidentiels des fois, qui ont été déclassifiés. Donc on connaît un peu plus de détails sur l'histoire à l'époque de Jean-Marc Gadouillet. Et l'histoire que lui raconte dans le livre, l'auteur du livre, elle est fausse. Ne correspond pas à la réalité, donc c'est un peu du fake news, quoi. Il se tire le beau rôle, par exemple, il est dit qu'il a sauvé le président, qu'il était au palais, mais en fait il n'était pas tout seul, il était avec ses compagnons du service action. Et donc donc je vais vous raconter le livre, ce qui raconte l'histoire. C'est très succinct, c'est très simple. Et après je vais vous raconter les détails. Et vous allez voir que les détails sont plus horribles que la réalité. Donc, je vous ai présenté Idriss Déby. Donc Idriss Déby, c'est le dictateur, qui est mort aujourd'hui, à l'époque en 2021 je pense. Lui il était là depuis 30 ans. Donc il ne développe pas le pays. Aujourd'hui, avec les Panama Papers, on sait qu'il a détourné 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est mort. Son fils, Mahat Idriss Déby, il gouverne, enfin, il a pris le pouvoir en supprimant le Parlement, la Constitution, tout ça, quoi, comme un dictateur. Il gouverne là. Mais en Tchad, il y a une opposition des rebelles, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui fait partie de la famille du dictateur aussi. Et donc, ce dictateur Idriss Déby, il a affaire à des rebelles qui veulent le renverser son pouvoir, puisqu'il est soutenu par la France. La France, qui a une politique dictée par le président de la République, aujourd'hui Emmanuel Macron, à l'époque c'était Jacques Chirac. Et donc, on en revient à l'auteur, JMJ, Jean-Marc Gadouillet, le service action de la DGSE. Donc, il a une première mission en 1990, avec l'appui des forces françaises. C'est de former les gardes du corps du dictateur maréchal Idriss Déby, là. Et donc, lui et ses coéquipiers vont aller au Tchad. Et donc ils vont former des gardes du corps, des pilotes de véhicules blindés, du personnel qui va désamorcer des bombes et les faire exploser, des personnels qui vont manipuler les instruments de contrôle au portique de sécurité. Donc il va faire ça de manière professionnelle, toujours en racontant un peu que il parle comme s'il était seul sur place, quoi. Il dit qu'il va engager des coéquipiers, mais en fait, c'est pas lui qui engage les coéquipiers, c'est la DGSE qui décide d'envoyer des coéquipiers. Une mission de former 12 hommes, une dizaine d'hommes, bon, ça se fait pas tout seul. Donc, c'est la DGSE qui va former les personnels pour sa mission de protection, quoi. Voilà, on appelle ça une mission de protection présidentielle, parfois appelée formation Cobra. Donc, toute l'histoire se déroule à N'Djamena, qui est la capitale, Et il est là au profit de la coopération, comment on dit ça, la coopération française, et sous son vrai nom, donc il est là sous son vrai nom là-bas, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a aussi le service de protection des hautes personnalités qui forment aussi
les hommes du dictateur là-bas, quoi. Donc, enfin, il y a deux services, comme c'est ce que je vois dans le livre, quoi. Voilà, quoi. Alors, il va aussi mettre une structure dédiée à la formation des gardes du corps en place. C'est lui qui va la monter. Et ils n'auront pas beaucoup de moyens, donc de chaque fois se battre pour avoir des locaux, des moyens, des véhicules et tout ça. Bon, tout ça, ça se fait en harmonie avec l'armée tchadienne, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Et donc, 9 ans plus tard, en 2004, il va créer une école, il va faire un service, quoi, je vous raconterai dans l'histoire. Il va mettre des structures en place. Et donc, c'est la deuxième mission en 2004 qui va se passer maintenant et qui va être au cœur de l'action. Alors, en 2004, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, le président, le dictateur, là, Idriss Déby est en visite en France. Il rencontre à l'époque notre président français, Jacques Chirac, et lui dit qu'il a peur d'un coup d'État et qu'il se sent vulnérable. Et donc, il demande de l'aide à Jacques Chirac. Et donc, Jacques Chirac va donner ordre au patron de la DGSE à l'époque d'envoyer du personnel des services action en France. Donc, en France, de nouveau, on envoie donc des soldats, des militaires. Il y a déjà des militaires, mais on envoie des gens du service action au palais présidentiel pour former les gardes du corps du dictateur Idriss Déby. Alors ça devient une mission permanente du service action, c'est ce que je vois dans mon résumé. Donc la France offre une assistance de formation des gardes du corps et des chefs d'État. Alors bien sûr, le dictateur il crée un coup d'État. Donc il crée un coup d'État et surtout il a une opposition qui est forte, politique, qui s'appelle le Rassemblement des Forces pour le Changement, le RFC. Donc c'est un groupe rebelle, hein, et donc il est composé de 2000 hommes et son chef il s'appelle Timan Erdimi. Alors il fait partie de la l'ethnie de Zingawa et c'est le neveu du président Idriss Déby. Donc en fait, il faut savoir qu'à l'époque du dictateur Idriss Déby, beaucoup de clans sont dans l'opposition parce qu'ils n'approuvent pas ces méthodes du dictateur qui assassine l'opposition, hein, et qui vole les richesses du pays. Donc de chaque côté de la famille, il y en a qui sont au palais présidentiel, par exemple, on a plusieurs personnes, hein, donc puisqu'on a aussi un qui fait partie de la sûreté présidentielle, hein, qui est la garde républicaine. Donc il dirige la Direction Générale des Services de Sécurité et des Institutions de l'État, la DGSSIE, donc qui va être formé par Gadouillet et qui est dirigé par aussi un autre neveu du dictateur. Voilà, donc ils sont partout, en fait, la famille, ils sont partout, quoi, dans l'organigramme militaire, quoi. Il s'appelle Amat Youssouf Mahatmat Itno. Je ne sais pas si c'est le fils actuel, quoi, donc faut voir, quoi. Donc c'est un neveu d'Idriss Déby, voilà. C'est un jeune officier extraordinaire, c'est ce que dit l'auteur, hein, formé à Saint-Cyr, diplômé de Saint-Cyr et l'école de guerre française. Il commande la garde républicaine. Donc c'est lui qui va s'occuper de protéger le dictateur. Donc vous voyez, la famille Déby, c'est la famille au pouvoir chez les militaires, quoi. Alors, donc cette école, la DGSI, a été créée par Gadouillet, hein, sur ordre de la DGSE. Alors, il a donc, comme je vous ai dit, il recrute des services action, hein, au niveau de la garde, quoi. Donc ceux qui s'occupent de la formation. Alors aussi Jean-Marc Gadouillet, l'auteur du livre, il a fait 2 bataillons de 120 soldats chacun, attachés au président Idriss Déby. Donc ils sont là en permanence au palais présidentiel pour protéger le dictateur, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose en 2004. Alors nous allons partir en 2006, parce qu'en 2006, l'action va commencer avec Jean-Marc Gadouillet. Qu'est-ce qui se passe en 2006? Eh bien, en 2006, il y a des rebelles qui vont partir du Soudan avec 200 pick-up armés, sous-armés, plus que la première fois, quand il y a eu des révolutions au Tchad. Et donc, ils sont sous-armés, ils vont traverser 1000 km à travers le Tchad, ils vont partir du Soudan, ils vont arriver au port de Djamena. Donc, le dictateur n'a pas le temps de dire à son armée de s'organiser. Donc, ils arrivent, ils fondent sur la capitale. Et donc, ils sont là, à l'entrée de la capitale, ils vont attaquer le palais présidentiel du dictateur et les institutions de l'État. Mais il faut savoir en fait que le palais et les institutions de l'État, ils sont protégés par un fleuve. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un flanc. Et donc, Jean-Marc Gadouillet, le service action, il a un rôle, c'est il a mis en place un centre d'écoute.
Donc il est en liaison directe avec la DGSE et va fournir du renseignement au dictateur qui dirige les opérations dans son palais présidentiel. Hein. Et lui, il est là au palais avec les gardes et les soldats. Et voilà, et donc ils vont tenir leur position et aucun rebelle ne va pouvoir rentrer dans le palais, mais ils vont essuyer des tirs. Bien sûr, il y aura des morts de chaque côté, plus du côté rebelle que du côté de la garde militaire, quoi. Et donc, il fournit des renseignements en écoute et en moyens aériens. Donc la France ne va pas intervenir militairement, mais elle va donner des positions, des écoutes téléphoniques. Donc Gadouillet, il est en liaison avec le dictateur, il va lui dire voilà, tatati, tatata, les rebelles sont là, ils vont fondre sur la capitale, donc ils vont s'organiser pour repousser les rebelles, et effectivement, ils vont réussir à les repousser, quoi. Alors bien sûr, il y a des balles, il y a des stigmates sur le palais, et donc il dit comme ça dans le livre, donc je vais vous lire textuellement: je suis resté avec la garde rapprochée, au pied de la villa, avec mes moyens de communication, mon Beretta Makalachnikov emprunté de la garde. Une accalmie semble se dessiner, la garde a été repoussée, les assaillants, et Dribbis est toujours là à la manœuvre, il ne sort pas. Donc vous voyez, ce sont ces mots. Donc comme je vous ai dit toujours, il y a beaucoup de fake news dans son livre, hein. Donc vous voyez, il parle de lui, comme s'il n'y avait que lui. Après, je ne vais pas vous raconter la vérité, c'est que la vérité elle est vraiment totalement différente, quoi. Je vous raconterai dans la deuxième partie, quoi. Donc lui et les éléments de la garde républicaine, ils ont réussi leur première mission, hein. Donc voilà, ils sont repoussés, hein, ils déplorent des pertes de chaque côté. Alors, Idriss Déby, il n'est pas content, il hésite entre la colère et la joie, il ne comprend pas comment Timan Erdimi, le chef de l'opposition, a pu traverser le pays sans qu'il soit au courant. Donc l'armée a été prise au dépourvu, mais ils ont réussi leur mission à protéger le palais présidentiel, hein, sans être repérés. Donc il est content un peu que l'armée a su que ils ont repoussé les rebelles, hein. Donc, bien sûr, allez, on voit dans le livre que Jean-Marc Gadouillet il va mettre au point, en fait, après l'attaque, un centre d'opération, hein, comme en France, qui va le renseigner, de l'informer en temps réel de la situation sur l'ensemble du territoire. Donc l'objectif, c'est pas de se faire surprendre comme la dernière fois. Donc il va mettre ça au profit du dictateur, un centre d'opération, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font les rebelles aux frontières. Donc voilà, ça c'est son travail, hein, il va le faire avec brio. Donc il va en fait coordonner ce centre d'opération avec la garde, avec les militaires. Donc voilà, donc il va mettre une structure d'une dizaine d'officiers, hein, dans ce centre d'opération pour voir un peu avec des radios, des ordinateurs, ils vont équiper tout ça, donc on va faire ça de manière un peu professionnelle. Donc ça va être un outil moderne pour les dictateurs qui dispose au sein de son état-major d'une structure qui va pouvoir surveiller les frontières. Voilà. Donc en fait ça c'est en 2006, donc en fait le français, le service action Jean-Marc Gadouillet, les dictateurs vont se tromper parce que de nouveau en 2008 ils reviennent au Tchad, hein, donc il y a une nouvelle attaque en 2008. Ils sont plus lourdement armés qu'elle en 2006 ou en 2004, je ne sais plus c'était quand exactement. Donc ils les détectent et tout. Donc les rebelles ils vont fondre sur la capitale de nouveau. Donc ils sont rapides et toujours avec des 4x4. Alors ils contournent son armée et contournent l'armée tchadienne parce que pourquoi? Parce que l'armée tchadienne n'a pas des véhicules rapides. Ils ont des tanks et tout ça, donc ça met du temps. Donc de nouveau les rebelles sont les premiers arrivés dans la capitale. Voilà, quoi. Donc l'armée tchadienne se promène dans le désert, en disant qu'ils arrivent. Le spectacle a commencé. Alors de nouveau le dictateur il est dans son palais, hein, donc il contrôle les opérations à l'intérieur à N'Djamena. Donc la population en 2006 va fuir, donc on a une base permanente à l'époque, l'armée française au Tchad, qui vont porter assistance aux ressortissants, donc ils n'interviennent toujours pas contre les rebelles, l'armée française, mais encore une fois ils fournissent du renseignement, hein. Donc ils ont des avions qui survolent le territoire, ils prennent des photos, en live ils communiquent avec Jean-Marc Gadouillet qui est l'intermédiaire, qui représente le service d'action de la DGSE, qui communique à la garde républicaine et aux militaires tchadiens les positions des rebelles. Donc encore une fois le fleuve protège d'un côté le dictateur, la villa du dictateur, et les institutions, donc il y a toujours un flanc à protéger, donc ce flanc il va de nouveau être bien protégé.
vis-à-vis des rebelles. Donc encore une fois, le dictateur est sauvé grâce à la France, grâce à la politique de la France-Afrique, c'est comme ça qu'on dit. N'Djamena, dans la capitale, il y a une rumeur maintenant qui court, qui dit que le dictateur Idriss Déby est mort. Donc elle se propage, s'enflamme les esprits, après l'intervention des rebelles. Donc la capitale est vide, l'ambassade est privée d'informateurs, elle est aveugle, elle se fie au bruit des personnes qui sont peu fiables, c'est ce qui est écrit dans le livre. Donc lui, il dit qu'il est le seul Français dans la présidence. Et je vous lis les paroles qu'il a écrites dans le livre. « J'ai passé 3 jours avec la garde sous le feu ennemi, mais je suis vivant. Idriss Déby est aussi vivant que moi. Classiquement, des réseaux téléphoniques sont la cible privilégiée. Le réseau téléphonique tchadien a été coupé et le réseau camerounais de secours est irrégulier. Nous sommes isolés du monde. La capitale n'est pas encore sécurisée, mais il faut trouver un moyen de rétablir le contact avec l'extérieur. Je saisis l'un de mes téléphones, un mobile chinois de très mauvaise qualité que je n'utilise presque jamais. Je m'aperçois que je suis le seul qui capte tout d'un réseau camerounais. Donc il appelle la centrale, notre homme Jean-Marc Gadouillet, la DGSE. La communication grisaille, elle est interrompue à plusieurs reprises, mais il a le temps d'apprendre qu'à la DGSE que le président tchadien est bien en vie. Donc même lui, il ignorait que le dictateur il était encore en vie. Donc le lendemain matin en France, il y a un conseil de défense. Dans ce conseil de défense, à ce moment-là, sous Sarkozy, l'ambassadeur, l'attaché de défense au Tchad, ne contacte pas Jean-Marc Gadouillet, donc il se confirme tous qu'il est mort. Sauf Pierre Brochant, qui est le directeur général de la sécurité extérieure de la DGSE, et lui il dit qu'il n'est pas mort. Donc il va s'en suivre une communication avec Jean-Marc Gadouillet et Nicolas Sarkozy. Il lui dit que, le président de la République, il lui dit que Idriss Déby, le dictateur, il est vivant. Ils vont se parler tous les deux. Donc le sujet il est clos. Tout le monde se rend compte à ce moment-là qu'il y a un problème de communication entre l'ambassade, la DGSE, lui sur le terrain, qu'il y a un flottement en fait. Il y a des parasites. Et donc voilà, ça c'est la version officielle. Mais vous allez voir qu'après, quand je vous raconte la version officieuse, dans les documents classés secret défense qui ont été du ministère des Affaires étrangères déclassifiés, vous allez voir que c'est toute une autre version qu'il y a eu en fait. Et donc voilà, donc après la contre-attaque, ils vont Jean-Marc Gadouillet avec les éléments de l'armée, ils vont les mettre hors jeu de la capitale, ils vont les faire sortir de la capitale pour qu'ils s'enfuient. Donc Nicolas Sarkozy dit qu'il va arriver 3 jours, 5 jours plus tard. Il demande un rapport, qu'est-ce qui se passe? Il va venir faire une visite d'État au dictateur Idriss Déby avec sa nouvelle femme Carla Bruni. Je vous mettrai une vidéo à la fin de ma vidéo pour voir le cinéma que ça fait quoi. Et donc il dit devant le dictateur, quand il arrive sur le tarmac 5 jours plus tard, il dit voilà un homme courageux. Il dit ça à Jean-Marc Gadouillet. Il propose même de le nommer général, mais bon, dans l'armée ça se passe pas comme ça. On n'est pas comme dans le politique, un jour on peut être un petit cerveau du bureau et le lendemain on peut être un ministre, donc ça marche pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour lui, pour Jean-Marc Gadouillet, tout n'est pas rose, il est frustré pour dire la vérité. Donc, lors de la première attaque en 2006, les rouages du mécanisme entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense, la DGSE, avaient fonctionné à merveille. Donc il dit qu'il y avait un ambassadeur extraordinaire, un attaché de défense redoublement efficace et un agent moi-même expérimenté, c'est ce qu'il dit dans le livre. Et donc il était investi lui-même dans sa mission. Donc il travaillait avec la France main à main. En 2008, il dit que ça a été une autre histoire. Dès son arrivée, j'ai remarqué les tensions. L'attaché de défense rêvait d'être ambassadeur, entre guillemets, hein, parce qu'il faut se méfier de ce qu'il dit. Il rêvait d'être ambassadeur à la place de l'ambassadeur. Comme je ne souhaitais pas prendre position pour leur querelle, j'ai été rapidement tenu à l'écart. Résultat, l'annonce sans vérification de la mort d'Idriss Déby en plein conseil de l'Élysée. Après la visite de Nicolas Sarkozy à N'Djamena, la centrale me demande de rester une 5e année au Tchad. Donc il refuse. Il est temps de passer à autre chose. De retour à Paris, je suis promu officier de la Légion étrangère. Jacques Chirac l'avait déjà nommé chevalier de l'Élysée. Donc ça, c'est des médailles de fantoche hein, qu'il a reçues du président de la République pour un travail sans intérêt, parce que bon, le Tchad, ça ne rapporte pas du pognon. Je ne comprends toujours pas pourquoi notre pays soutient un dictateur en France, alors que le peuple, il a droit à l'autodétermination, à avoir des élections, un État démocratique, puisqu'il existe
une opposition, donc on a tout pour faire une démocratie, mais la France ne veut pas. Donc à ce moment-là, Jean-Marc Gadouillet va démissionner à la DGSE après avoir ces deux médailles. Je crois qu'il termine avec le grade de lieutenant-colonel. Voilà, donc il a reçu 2 médailles de fantoche, hein, parce que vous savez que la France, notre pays, donne des médailles à des dictateurs comme Poutine actuellement. Et donc, voilà, ça c'est la partie que je vous ai résumée, hein. Mais on va voir maintenant la réalité, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période de révolte contre le dictateur, et vous allez voir que c'est un monstre au service de la France qui accepte d'aller au Tchad servir les intérêts de la France, et vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait le dictateur pendant la rébellion et après la rébellion. Et l'histoire elle est très simple, elle n'est pas telle que décrite dans le livre. Donc je vous ai dit, le livre il est très bien raconté, c'est ce que j'ai cru au début, il est raconté, hein. Il est captivant et tout, mais maintenant que nous sommes en 2023, ben, comme je vous ai dit, l'auteur cache beaucoup la vérité, il n'est pas sincère avec son public. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire de la réalité, vous allez voir, ça dépasse la fiction. Dans cette deuxième partie, on commence l'histoire en février 2008. Hein, comme je vous ai dit, c'est des câbles diplomatiques qui ont été déclassifiés et qui sont dans le domaine public, dont les journalistes ont pu avoir accès. Et donc, dans cette deuxième partie, il est question d'un opposant tchadien qui s'appelle Ibni Oumar Mohamed Saleh. Donc c'est un intellectuel, un mathématicien, hein, qui a été assassiné par le dictateur Idriss Déby, hein, quand il a su repousser la rébellion. Donc il s'est vengé en fait contre des opposants politiques, et dont il accusait tous les maux et de traîtrise avec l'opposition politique. Et donc il pense, le dictateur, que cet opposant mathématicien avec ses collègues communiquer avec les forces rebelles qui sont venues du Soudan, essayer de le déloger du palais de sa villa, quoi. Donc, qui est ce Ibni Oumar Mohamed Saleh? Donc, c'est un étudiant, hein, qui part étudier en France. Il obtient un doctorat à l'université d'Orléans, hein, de mathématiques. C'est un intellectuel, hein, on est en 78. Il a le vert bras, la chevelure abondante. Donc, il retourne au Tchad enseigner là-bas. Il devient recteur d'université. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? À l'université, Ibni forme des petits soldats à l'esprit, avec la force de la craie. Donc à la fin des années 80, il est nommé recteur à N'Djamena, et donc en fait, il devient aussi ministre pour le dictateur Idriss Déby. Voilà, donc un intellectuel, hein, donc en fait c'est une personnalité politique, hein, à l'heure actuelle, qui est assassiné par Idriss Déby, quoi. Donc je vais vous raconter l'histoire, hein. Il va se présenter aux élections, donc l'idylle avec le dictateur est terminée. Le maréchal Idriss Déby, ça tourne vinaigre avec le dictateur. Le militaire, il a une conception sanguinaire du pouvoir, hein. Donc il ne supporte pas que cet intellectuel Ibni puisse se présenter aux élections. Mais de toute façon, l'élection est truquée, donc il n'a aucune chance. Donc en 1994, il va rejoindre l'opposition, hein, le mathématicien. Alors, là, Idriss Déby, il aura affaire à un opposant politique qui est dangereux pour son pouvoir, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit. Donc il y a une note de la DGSE qui dit que les problèmes entre Ibni et le dictateur Déby ont commencé en 1998. Sans qu'on en connaisse les causes, mais la cassure a été nette quand Ibni s'est présenté à l'élection présidentielle en 2001. Depuis, c'était une véritable haine qui oppose les deux hommes, témoignant une note confidentielle de défense de la DGSE, donc la Direction Générale du Renseignement Extérieur, celle qui le dit, quoi. Donc entre ces deux-là, c'est la guerre, c'est le clash, quoi. Parce que Ibni, c'est un intellectuel, et pour un dictateur, toute personne intelligente qui est compétente pour diriger le pays est une menace pour son pouvoir et son royaume, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les rebelles ont quitté la capitale N'Djamena? Donc, il y a eu des témoins, en fait, donc le fils, qui s'appelle Ibni Oumar Mohamed Saleh. Pendant l'attaque des rebelles, il s'est barricadé toute l'après-midi. Donc, il a fait le pouet de grue devant la maison pour voir s'il y avait le danger dans la maison familiale. Il a 14 ans à ce moment-là, donc il raconte que il voit que il y a une 4x4 qui arrive, qui fonce sur la maison.
Le passager dans la voiture a écarté son chèche. Son chèche, c'est une espèce de bandeau qui cache le visage. Vous savez, comme les hommes du désert pour le sable. Donc, on ne voit pas le visage. Donc, lui, il enlève son chèche. Et cette personne a dévisagé le petit enfant de 14 ans. Donc, le gamin saura que c'est Adam Suleiman Touba, le neveu du dictateur Idriss Déby, est venu repérer les lieux. Et donc, en fait, après, les soldats vont débarquer, ils vont enlever son père. Et en fait, comme je vous ai dit dans le premier épisode, dans la version de Jean-Marc Gadouillet, la prison se trouve dans le palais du dictateur. Et donc, il y a des témoins qui vont raconter qu'ils ont vu Ibni, le mathématicien, dans la prison avec 3 autres opposants. Donc, le dictateur Idriss Déby va se venger sur l'opposition. Alors ici, c'est la partie que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que on voit que la France va livrer des armes, en fait, dans la réalité, au dictateur, puisqu'il a des chars et qu'il manque d'obus. Et aussi parce qu'on voit que l'ambassade de France joue un double jeu étrange. Quand j'ai pris connaissance de l'histoire, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il n'y a pas des autres partis obscurs qui veulent vraiment renverser le dictateur contre l'intérêt de la France? Parce qu'en fait, comme je dis, il y a un flottement dans la communication entre certaines parties, et c'est pas clair. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tire comme les marionnettistes, avec des câbles comme ça, qui veut renverser le dictateur. Donc on est en 2008, hein, donc la rébellion s'est lancée sur la capitale, hein, en 2008, et donc il y a en fait, comme j'ai dit, il y a la famille du dictateur, hein, le neveu de Déby, hein, Timan Erdimi, qui est à la manœuvre, hein, qui contrôle la rébellion, et il y a un ancien ministre du dictateur Idriss Déby, Mahamat Nouri, qui est dans l'opposition ici, qui veulent le dégager du palais, quoi. Ils veulent l'envoyer en enfer, parce que c'est une dictature qui tue tout le monde, quoi. Il n'y a pas de démocratie là-bas, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, ils en ont marre de jouer les seconds couteaux, donc ils vont passer à l'action, et donc ils vont s'attaquer à la capitale, comme je vous ai dit. Donc, Déby, il appelle l'allié de la France au secours. La France va venir effectivement prêter main forte. Donc, ils ont des hélicoptères qui sont pilotés par des mercenaires, la France, avec une société militaire privée qui s'appelle le Griffon. Donc, ils vont porter assistance, vous voyez, dans la réalité, au dictateur Déby. La France va demander des obus à la Libye qui vont être livrés par Antonov à la capitale, parce qu'en fait, la France tient l'aéroport. Voilà, quoi, tout simplement. Elle protège l'aéroport, parce que vous savez, dans tout aéroport permet de réceptionner la logistique, des moyens militaires en hommes et en matériel sur un pays. Donc la Libye demandait à Kadhafi d'envoyer des obus et Kadhafi va s'exécuter, parce que Kadhafi, lui, il a un intérêt à jouer aussi dans le jeu, c'est que il était persona non grata dans le monde, parce que c'était un terroriste. Donc là, maintenant, il va prêter main forte à la France, donc il va dire, voilà, Kadhafi, c'est un homme qui est généreux, qui aide le pays. Parce que ça, c'est les intérêts de la France. Donc, je vais vous lire quelques phrases, hein. Donc, le président Déby, il est déclaré mort dans la capitale, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, dans son palais qui est rose, le palais rose, comme ça qu'on le décrit. Il a peur des trahisons, hein, puisque comme tout militaire, il sait très bien que c'est un dictateur qui va dégager de la surface de la terre un jour ou l'autre. Alors, on a l'ambassadeur de France qui ne partage pas le même avis. Alors, il envoie des télégrammes à Paris. Et donc, c'est en fait un ancien de la DGSE qui s'appelle Bruno Fouché. Et lui, il a une autre lecture toute personnelle des événements. Il dit que le président pourrait paraître victorieux ce soir. Il vient lui-même de me le confirmer à l'instant par téléphone. La situation était totalement sous contrôle. La rébellion est maintenant en fuite vers l'Est. Beaucoup de combattants avaient fui au Cameroun, soit à la nage, soit habillés en civil. Sur des motocyclettes. Donc vous voyez les mensonges, l'ambassadeur il ment, vous voyez, c'est pas la réalité, parce que la réalité elle est autre. Donc 2 ans plus tard, en 2008, Timan Erdimi, un opposant en exil au Qatar, lui dit que j'ai eu Fouché au téléphone, l'ambassadeur français, le 2, en fin d'après-midi. Il savait pertinemment que nos éléments continuaient d'encercler le palais. Pour ma part, j'étais au palais le 15 janvier au nord de la ville, en train de préparer une nouvelle offensive. Fouché était au courant. Le 3 février aux aurores, les portes de l'enfer s'ouvrent une nouvelle fois. Les rebelles ne sont pas en fuite, loin de là. Ils lancent un nouvel assaut sur le palais rose, encore plus violent, meurtrier que la veille. La victoire me semble promise, mais entre-temps, la donne n'était plus la même. La France est venue sauver le dictateur. Voilà. Donc,
s'il n'y avait pas les hélicoptères et les obus de Kadhafi, avec les mercenaires privés français, ben, il était mort. Donc vous voyez les mensonges que Gadouillet ne raconte pas dans le livre. Il ne dit pas la vérité, comme je vous ai dit. Hein. Donc dans la soirée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, la France demande à Mouammar Kadhafi de livrer les obus de chars qui manquent cruellement à Déby pour tenir les scènes. Parce qu'en fait, Déby il avait mis des chars soviétiques de l'époque des années 70-80 pourris. Donc il avait manqué d'obus pour repousser les aliens rebelles, quoi. qui voulaient envahir son palais, quoi. Donc on voit dans les livres, dans le cadre diplomatique, un cargo Antonov décolle de la Libye, les soutes pleines de munitions, il se pose à l'aéroport international de N'Djamena où l'armée française s'est retranchée. Voilà, c'est triste, mais la France a sauvé un dictateur contre un peuple qui voulait se libérer du joug sanguinaire, quoi. Alors, donc les rebelles, ils sont là, quoi. Ils sont déjà occupés à se partager le pouvoir. Hein. Donc, au matin, les 3 hélicoptères pilotés par les mercenaires de la société française Griffon bombardent les positions rebelles. Pilonnés, les assaillants finissent par se replier. En début d'après-midi, la partie est pliée. N'Djamena reconquise, les rebelles sont en déroute. Déby a les mains libres. Donc, vous voyez, dans le livre, dans la version officielle de Jean-Marc Gadouillet, c'est pas ça. Donc, Gadouillet, comme je l'ai dit, il disait dans son livre qu'il a repoussé les assauts avec les chars et tout. En fait, c'est pas vrai. Ce sont les mercenaires privés français avec les hélicoptères et les armes, les munitions qui viennent de Libye. Ils ont atterri à l'aéroport que les Français tenaient, qui a permis de sauver Déby. Donc, vous voyez, se faire passer pour un héros, c'est pas bien. Il ment. C'est un livre qui est écrit avec des fake news. Voilà. Donc, ça, c'est la partie des combats. Et on va voir un peu après qu'il y a eu un épisode aussi où la France veut sauver la face parce que le dictateur il a fait assassiner l'opposant Ibni, le mathématicien, pour se venger. Il y a des témoins qui étaient en cellule. Il y en a aussi, il y a plusieurs personnes qui se sont évadées du Tchad, qui sont réfugiés au Cameroun. Donc vous voyez, il y a des témoins, je vais vous montrer les photos. Les 3 témoins, par exemple, il y a l'opposant numéro 2, l'ancien président Lol Matishua. Donc sa famille lui dit de fuir, il réplique j'en ai rien à me reprocher. Donc il y a un commando du palais présidentiel de l'armée ou des services secrets politiques, ils vont l'enlever, ils vont le mettre à l'arrière du pick-up. Donc il va être en cellule, hein, donc il y a un témoin, donc plus personne va voir l'opposant vivant. Donc il y a un autre, Yurungar, un autre opposant pacifique, arrêté le 3 février, réussi à s'échapper dans des conditions rocambolesques. Il a été torturé durant sa détention, son récit est confus, mais comme souvent le témoignage du traumatisé apporte des éclairages, il y a une chose laquelle Yurungar n'a jamais varié, c'est qu'il a été détenu avec Ibni. Et donc il a été torturé entre le 4 et le 6 février, quoi. Alors il y a même un chercheur, Roland Maréchal, au CNRS, qui dira, auteur d'un rapport sur le rôle de la France au Tchad, on m'a confié qu'Ibni est mort très rapidement après son arrestation. Timan Erdimi confirme aussi cette version des faits. 2 de mes parents qui étaient aux côtés d'Ibni en 2 minutes ont ensuite fait défection avant de le rejoindre. Ils m'ont raconté qu'Ibni a été tué dans la nuit du 3 au 4 et que son corps ensuite a été enterré à côté des abattoirs. Sa dépouille n'a été jamais rendue à sa famille. Vous voyez? Alors, le double jeu de l'ambassade, très intéressant. Je vous le raconte tout de suite. Alors, l'ambassade, qu'est-ce qu'elle dit dans ce double jeu? Elle dit, donc à travers son ambassadeur Bruno Fouché sur place, qui est ambassadeur au Tchad, il dit, sur le sort des 3 opposants kidnappés, on ne peut pas confirmer ces arrestations, on se renseigne. Mais je sais qu'il y a eu collusion entre des opposants politiques et les rebelles. Bien sûr, c'est faux. Il n'y a que lui qui a imaginé ça de sa tête. Mais il est pro Idriss Déby, il est pour le dictateur, quoi. Le 5, le jour même où il s'adresse à la presse, Bruno Fouché, l'ambassadeur de France, il s'entretient avec le conseiller diplomatique de Déby. Alors il lui dit, il n'était pas dans l'intention du régime d'enfermer les opposants de façon arbitraire, mais de leur demander de rendre compte de leurs actes, surtout ceux qui étaient manifestement compromis par des actes de trahison, retranscrit-il. Donc vous voyez, on a des contacts via l'ambassade avec le palais du dictateur Idriss Déby. Ces gens vont s'arranger pour créer une version des faits. Et en fait,
cette version des faits, c'est pour endormir la populace, quoi. C'est ça, quoi, le but. C'est pas de dire la vérité. Alors, le ministre de la Défense, lui aussi, il joue un rôle. Hein. Alors, les hésitations du début, je vous lis, hein, qu'est-ce qui est marqué dans le cadre diplomatique. Laissez-nous 24 heures ou 48 heures avant que nous abordions ces questions, bafouille le ministre de la Défense à l'époque, qui s'appelle Hervé Morin, le 5 février. Voilà. Donc, il y a donc aussi un autre épisode. Coopérant détaché auprès de la police tchadienne, le capitaine Daniel Goutte, un Français, quoi, sera auditionné en 2015 par le juge d'instruction à Paris. Daniel Régnier, son supérieur, vient me voir en me disant que l'ambassadeur Fouché lui a demandé qu'on aille voir la famille Ibni Oumar Mohamed Saleh, c'est l'opposant qui a été assassiné dans le palais du dictateur Idriss Déby. Régnier est rentré dans la maison où j'imagine qu'il a eu un entretien avec la femme d'Ibni Oumar Mohamed Saleh, c'est l'opposant. Mais je suis resté dehors, j'étais en tenue et je suis allé discuter avec les gens qui étaient autour pour savoir un peu dans quel environnement on se trouvait. Mais il y a un témoin de la famille qui s'appelle Abdullah Mohamed Saleh, qui était à l'époque dans le domicile, qui vit avec, au domicile de son frère. On ne se souvient pas de cette visite. Il ne me rappelle pas il ne se souvient pas qu'un policier français soit allé interroger les voisins. Il ne reconnaît pas Régnier sur une photo qu'on lui présente. Jusqu'à la visite de Nicolas Sarkozy au Tchad, fin février, on a eu une seule visite de Français. C'était environ une semaine après l'enlèvement. Voilà, quand son frère. Ils sont arrivés à deux. Ils étaient habillés en civil. Ils voulaient emmener la femme de mon frère rencontrer le dictateur Déby. Ils étaient très insistants, voire menaçants. On les a chassés, on leur a dit de ne plus revenir, se rappelle Abdullah Mohamed Saleh. Alors sur d'autres photos qu'on lui présente, le frère de l'opposant, qu'on lui fait défiler, il identifie formellement un autre officier français, Jean-Marc Gadouillet, l'auteur des livres. C'est lui, c'était lui, il dit comme ça aux journalistes, il disait que si ma belle-sœur allait voir Déby, elle recevait beaucoup d'argent, se souvient le frère. Donc Gadouillet, il est venu pour baratiner la femme de l'opposant pour lui dire d'aller voir Déby. Bien sûr, Déby, il va saisir l'occasion pour se faire passer pour un ange. Pour dire, voilà, j'ai rien à voir dans l'histoire. C'est incroyable. C'est vraiment une bande de pieds nickelés, hein, ces militaires, ces ambassadeurs. On continue toujours avec Jean-Marc Gadouillet. Donc, comme je l'ai dit, il appartient à la DGSE, hein, c'est un service action. Hein, c'est un ancien du 11e du choc, du CPS. Une unité d'élite, hein, donc voilà quoi. Donc ça vous le saviez, hein, je vous avais raconté l'histoire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pendant que l'attaque rebelle, donc Déby, JMJ, il s'est occupé de l'encadrement de la garde présidentielle, hein, donc pendant l'attaque, il est là, en première ligne. Alors il dit j'étais le seul Français à la présidence, ça je vous ai lu hein, avant. J'ai passé 3 jours avec la garde sous le feu ennemi et je suis vivant. Mais le problème pour lui, c'est qu'il y a des témoins. Ses collègues sont témoins des services d'action. Alors, il a fanfaronné ça dans le livre. Hein. Je vous ai cité les paroles. Hein. Donc, il affirme aussi être en contact avec Sarkozy. Alors, il y a un officier français d'actif, le lieutenant-colonel Daniel Frère, nuance quelque peu ce récit pétri d'héroïsme. Alors, il est aujourd'hui à la retraite, donc il peut parler. Hein. Et il parle pour la première fois à un journaliste. J'étais moi aussi dans la présidence, avec un autre officier de l'armée de terre, Michel Cassonne. J'étais français et fier de l'être. J'avais une mission claire, au contraire de Gadouillet. On n'est pas dans le même camp. Donc vous voyez, 2 mecs du service action ne sont pas dans le même camp. Ils travaillent pour je ne sais quel intérêt. Vous voyez, son collègue, il dit que Gadouillet travaille pour le dictateur Idriss Déby et pas pour la France. Alors Déby, c'est le président soldat, le guerrier du désert. Donc il fascine en fait les officiers tricolores pour son courage et ses pétrodollars. C'est ce qu'il dit le lieutenant-colonel, le frère là. Donc Jean-Marc Gadouillet, lui, était plus dévoué qu'à son propre pays. Alors, donc, était-il le fameux, il pose des questions, était-il le fameux Français présent au palais le soir de la mort de Déby? Et si oui, a-t-il prévenu Paris du décès de l'opposant? Voilà, donc il se pose des questions, l'autre colonel se pose des questions sur Gadouillet. Alors le dictateur, il dit aussi dans une déclaration que j'ai pu trouver dans le Nouvel Observateur en 2009, on m'a prévenu par radio qu'on avait trouvé le hall Mahatma Ashua à l'extérieur de ma maison. J'ai dit prenez-le.
Et cela en présence de 2 officiers français qui s'y trouvaient avec moi à la présidence. Donc vous voyez, les 2 officiers français, ils ne disent pas le nom, mais ils étaient témoins de l'enlèvement des ordres reçus du dictateur pour les enlèvements. Et aussi le Canard enchaîné qui, je trouve aussi, qui affirme que les 2 officiers sont Gadouillet et l'attaché de défense de France, Jean-Marc Maril. Daniel Frère donne une autre piste. Je sais qu'à un moment, on a vu arriver un autre agent de la DGSE qui est venu en renfort temporaire pour appuyer Gadouillet. Je ne connais pas son nom. Il s'appelait par leur prénom. Quoi qu'il en soit, démasqué par la presse qui l'accuse d'avoir trempé dans la disparition d'Ebni, Gadouillet s'est remis à la retraite de la DGSE. Après avoir été, il a été décoré ensuite par Nicolas Sarkozy dans la cour d'honneur des Invalides. Il a été mis à la retraite. Je trouve ça très important. Quand on met quelqu'un à la retraite, pas pour son âge, mais pour l'effet qui peut être qualifié de mauvais, quoi. Donc, il a été mis à la retraite par la DGSE. Ils l'ont dégagé, quoi, la DGSE. Bah voilà, donc ça veut bien dire que ces actes servaient pas la France, ils servaient le dictateur. J'aime bien ces histoires d'espionnage. Alors, il y a aussi un épisode avec la première dame et la deuxième veuve. Alors, Déby, je suppose avec JMJ Gadouillet qui jouait contre les intérêts de la France, on peut le penser, qui savaient qu'il y avait des dollars à palper. Ils ont essayé d'organiser une vue entre la veuve de l'opposant qui a été assassiné par Driss Déby devant les médias et les photographes et les caméramans. Mais au final, avec l'ambassade de France, il y a eu des brouilles. C'est que l'ambassade, ils pensaient avoir la veuve. Ils ont fait venir une femme qui n'était pas la veuve, qui était une autre personne. Voilà, donc c'était la deuxième veuve. Je pense qu'il avait 2 femmes, l'opposant. Donc ils ont organisé un rendez-vous avec Carla Bruni, tout ça, mais c'était pas avec la veuve. Et donc ils ont fait croire à la presse que c'était la veuve de l'opposant, Ibni, qui était là. Et voilà, donc c'était faux, tout était bidon. Et ça, c'est pour se donner le beau rôle. Donc on a le cadet du fils de Mohamed Salah, l'opposant qui est mort, qui dit que c'est ma tante, c'est la sœur de ma mère qui a été reçue par Carla Bruni à N'Djamena. C'était pas sa mère. Donc l'ambassade, ils ont organisé une conférence de presse pour faire croire que la veuve était du côté de la France. En fait, tout ça, qu'est-ce que ça nous prouve? Que c'est une affaire d'État, que la France est impliquée dans le meurtre d'un opposant au Tchad et qu'elle embrouille les cerveaux des gens et du public pour pas qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc on a aussi une romancière qui s'appelle Chantal Portillon qui a consacré un livre au titre de poème « Que vaut la vie d'un homme ». Voilà. Donc 7 ans après le drame, elle a écrit un poème par l'intermédiaire, voilà, en hommage à cet opposant, quoi. Donc, les enfants, parlons des enfants de l'opposant, très important, ça j'ai oublié de vous dire. Alors, ils ont reçu, Déby, il a versé une compensation financière pour la mort du père des enfants. Donc Hicham, un enfant, a été désigné directeur d'une banque publique, et Mohamed Salah, il a été momentanément patron de la Société nationale de coton. Donc les décrets ont été signés par le maréchal Déby, c'est ce que je vois le 1er décembre 2020, à son 30e anniversaire de règne. Donc les 2 enfants ont accepté d'être corrompus par un dictateur, hein, donc voilà. Alors Ibni, l'opposant, il ne tombe pas dans l'oubli, hein, donc chaque année il y a des commémorations pour se rappeler qui il était, quoi. C'est un homme qui était bon, qui avait un bon cœur, un bon fond, démocrate dans l'âme. Il a porté la parole à travers ses écrits. Voilà, donc il a été assassiné, hein, en 2008. Donc sa femme, elle attend la mort pour rejoindre son mari, hein, c'est triste à dire. Et donc elle veut le rejoindre où il est, quoi. Donc elle sait que son heure va venir un jour ou l'autre, qu'elle va disparaître aussi, elle va le rejoindre. C'est ce qu'elle dit, quoi. Elle dit que mon mari n'avait pas peur de la mort, moi non plus, je l'attends, je l'attends. Donc elle est morte en 2018. Voilà, elle s'appelait Sadié, sa femme. Donc j'ai fini avec l'épisode d'N'Djamena, des rebelles qui veulent dégager le dictateur. La 3e dernière vidéo, ça sera sur la France-Afrique. Je vous expliquerai un peu, je vous donnerai des noms de fonctionnaires, des directeurs des cabinets, comment fonctionne la France-Afrique.
parce que c'est très important, parce qu'aujourd'hui on dit que la Française fait qu'elle est morte, mais elle n'est pas morte, elle continue. Donc je vous rejoins juste après pour le troisième épisode.